donner plus de pouvoir aux consommateurs. Julien Cloarec, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Julien Cloarec, vous êtes docteur de l'université Toulouse-Capitole. C'est ça. Membre de TSM Research, donc le laboratoire de Toulouse School of Management. Exactement. Et votre thèse porte notamment sur les RGPD et sur un paradoxe, enfin plusieurs paradoxes. Et le paradoxe, c'est notamment celui entre la personnalisation, on aime quand c'est personnalisé, et la vie privée, on n'aime pas quand on rentre dans notre vie privée. Alors comment on gère tout ça? Alors, pour résumer un peu ce paradoxe-là, on va dire que c'est une forme de cycle avec deux segments. D'abord, les consommateurs, même s'ils apprécient la personnalisation, c'est-à-dire qu'ils apprécient que ce soit personnalisé au niveau de leurs préférences, de leurs besoins, que ce soit des notifications, des newsletters, etc., eh bien, ils sont préoccupés par leur vie privée, ce qui fait qu'ils donnent moins d'informations pour la personnalisation. Mais on se rend compte, et c'est un résultat qui a été montré dans la littérature, qu'il n'y a pas de corrélation entre les intentions et les comportements. Donc, c'est-à-dire que même si on dit qu'on est préoccupé, on va donner nos informations. Donc ça, c'est la première partie du segment. En retour, quand un consommateur reçoit de la personnalisation, eh bien, ça peut avoir un effet ambivalent. Si la personnalisation est trop intrusive, par exemple, ça va dégrader la sensibilité à la vie privée des consommateurs. Par contre, si elle est balancée entre les besoins et les tensions liées à la vie privée, ben, ça va peut-être améliorer cette sensibilité à la vie privée. Donc ça, c'est le cadre global du paradoxe, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que ce cadre-là, dans le cadre du RGPD, bien, le RGPD, il montre ses limites en fait. Parce que le RGPD, c'est surtout des injonctions ou des principes qui sont fournis aux entreprises. Et quand on regarde dans le détail, les propositions qui sont faites pour donner du pouvoir aux consommateurs, elles sont assez limitées. Donc par exemple, la portabilité des données, c'est vraiment une nouveauté importante, c'est-à-dire on va donner la possibilité aux consommateurs de télécharger leurs données sur une plateforme et de la transférer sur une autre plateforme. Sauf que toutes ces nouvelles recommandations, ces nouvelles propositions-là, s'adressent vraiment à des consommateurs très expérimentés au niveau digital. Donc ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est si on va dire que dans un monde idéal, les plateformes telles que Facebook proposent une éducation à la vie privée, quel sera l'impact sur le comportement du consommateur? Parce qu'il y a des résultats qui peuvent être utilisés de manière très cynique par la littérature. Donc par exemple, juste d'avoir l'illusion d'avoir du contrôle sur sa vie privée améliore la performance de la personnalisation. Ici, j'essaie d'avoir une vision un peu différente, c'est on va éduquer, on va être proactif dans l'éducation à la vie privée. Et donc, ce que je montre, c'est ça résout une tension entre la justesse de l'algorithme, au sens où on va le trouver juste au niveau de ce qu'il va nous proposer du traitement de nos informations personnelles, et la tension avec la préoccupation quant à la vie privée. Et donc, au final, malgré la réticence que peuvent avoir les entreprises en disant si on donne du pouvoir, ils vont se retirer absolument de tous les échanges sociaux, c'est-à-dire ils vont enlever leurs informations pour de la personnalisation, eh bien finalement non. Parce que ce qu'on montre au niveau managérial, c'est que même si on ne connaît pas l'existence des pages liées au contrôle de la vie privée, le fait de les montrer, ça a un impact bénéfique sur la satisfaction avec les personnalisations au niveau de la publicité, etc. Bien sûr, je crois que vous avez un exemple amusant avec le métro. C'est ça. Donc, en fait, c'est mon article préféré qui est dans Marketing Science en 2016. Et ils essayent de comparer comment les consommateurs réagissent à la personnalisation si on est dans un environnement bondé ou pas bondé. Donc, ils utilisent l'exemple du métro et ils collaborent justement avec une entreprise télécom là-dessus. Et ils montrent que plus il y a de monde dans le métro, plus les gens vont se renfermer sur eux et ils vont être concentrés sur leur application et donc la performance de la publicité sera meilleure. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la théorie du comportement contraint. Et donc si dans un environnement qui est de plus en plus urbanisé, on arrive à avoir une granularité assez forte au niveau de la géolocalisation, ça aura son importance, notamment avec l'arrivée de la 5G. Tout un champ de recherche qui s'ouvre. Exactement. Merci Julien Cloarec. Merci Jean-Philippe Denis.